Bien sûr. Georges Vigneault, CNRS Paris. En écoutant M. Gage, et qu'il citait justement ce que j'avais en tête auparavant, qui était cette appellation grecque pour désigner ceux qui ne parlent pas grec, c'est-à-dire les étrangers, les barbaros. Bon. Mais je pensais aussi à autre chose, c'est que en russe populaire, ceux qui ne parlent pas russe, on les appelle les muets. Ce qui est extrêmement grave. Parce que ne pas être russe, c'est être muet. Donc, si je rebondis sur l'exposé de M. Balthazar que j'ai apprécié, d'autant qu'avec M. Fall, nous avons travaillé sur les accommodements raisonnables lors de la commission Bouchard-Taylor, et que je me demande, pour revenir à la question du colloque, quels enjeux pour la francophonie, j'ai l'impression qu'actuellement, et je le disais dans le petit livre qu'on a pondu, que le Québec a un statut presque de laboratoire sur ces questions. Là, ce que vous pointez me paraît être un conflit extraordinaire. D'un côté, une définition statutaire fondée sur une langue, mais cette langue n'est pas une langue pratiquée, c'est une langue d'origine. C'est extraordinaire. C'est un peu comme les Allemands qui disent on est allemand si 3 générations avant on avait du sang allemand dans les territoires de la Volga. Bon. C'est essentialiste, hein, je crois que vous avez dit ça. Bon. Et d'un autre côté, il faut bien que les muets participent, puisqu'il existe un Québec. Donc ça donne une contradiction extraordinaire. Alors ma question, c'est, pour revenir à la problématique du colloque, comment est-ce que vous voyez le processus qui, peu à peu, aidera à surpasser cette contradiction, ce conflit, qui d'un côté prend une forme linguistique, de l'autre côté une forme juridique, etc. Ça donne pas une bonne soupe, ça. Et de l'autre, que ça puisse servir aux autres de la francophonie. Je vais tenter de vous répondre d'une manière politique que je n'utiliserai pas, mais enfin, je serais tenté de vous dire le jour où le Québec était une nation indépendante, ça pourrait régler les choses. Parce qu'il y a, j'ai pas insisté assez là-dessus dans ma communication, et il faut le reconnaître, il y a une profonde inquiétude identitaire au Québec qui est due à notre situation en Amérique du Nord, à notre situation minoritaire dans le Canada. Et même si nous constituons une nation relativement autonome, que des jeunes au Québec vivent comme si, à toute fin utile, le Québec était une nation indépendante, malgré tout, nous sommes menacés. Notre identité, elle est fragile. Et ceci se répercute. Il y a aussi un autre phénomène. Nous avons vécu dans un milieu passablement fermé à l'immigration. Bon, il y a toujours eu des immigrants au Québec à travers toute notre histoire, mais il y en avait beaucoup moins à la communauté francophone catholique, parce que c'était très important jusqu'au 1960 de nous identifier en même temps comme catholiques, la grande majorité des gens étant catholiques. Donc, nous n'avons pas vécu, et je le sais pour appartenir à cette génération, pour avoir grandi dans un Québec très uniforme, où tout le monde était d'origine canadienne-française, nous nous appelions Canadiens-Français. Et donc, les gens de mon âge sont encore mal à l'aise avec le pluralisme contemporain et n'ont pas développé d'attitude d'accueil. Les gens ne sont pas racistes, les gens ne sont pas xénophobes ici, mais ils sont simplement mal à l'aise. Ils gèrent mal le nouveau pluralisme. Et je vois par exemple beaucoup de francophones de mon âge qui ne vivent plus sur l'île de Montréal parce que, disent-ils, ça n'est plus le territoire dans lequel ils ont grandi, ils ne s'y reconnaissent plus.
et ils préfèrent vivre dans des sociétés qui sont plus homogènes. Et par ailleurs, vous avez bien raison de dire qu'il y a là quelque chose d'absolument incongru et même, je dirais même, suicidaire. Au lieu de nous enrichir comme majorité des nouveaux apports, nous avons tendance à les regarder avec une certaine méfiance. Encore là, il faut mettre beaucoup de nuances. Je ne dis pas que les gens qui insistent sur la majorité francophone, je suis sûr que ce n'est pas le cas de Jacques Beauchemin ici, quand il parle de majorité francophone, il n'y a pas d'exclusion. Il y a tout simplement une inquiétude quant à l'évolution de notre identité. Mais je pense qu'il faudra surmonter ça. Et moi, en tout cas, on pourra y revenir, je ne vais pas prendre trop de temps. Je suis un petit peu d'accord avec la phrase qu'a citée Jacques Beauchemin de la commission Bouchard-Taylor, pour la voir comme quelque chose de dangereux, de pernicieux, parce que je crois à la dynamique des cultures. Et il n'y a pas à s'inquiéter. Si nous sommes la majorité ici, notre culture sera toujours profondément affectée par celle de la majorité, celle qui s'enracinent dans l'histoire. Mais elle va évoluer, bien sûr. Le Québec de demain ne sera pas celui d'hier ni celui d'aujourd'hui. Et ça va évoluer, mais de façon positive. Et donc, il me semble qu'il y a quelque chose de terriblement, il y a un goût de mort dans cette insistance de certains, qui n'est pas le cas de mon collègue Jacques Beauchemin, qui est beaucoup plus nuancé dans ce qu'il dit sur ce sujet-là, puis j'espère qu'il va avoir l'occasion de le faire lui-même tout à l'heure, mais il me semble qu'il y a un goût de mort dans cette méfiance des contributions de l'immigration au Québec. Il y a quelque chose, ultimement, qui est suicidaire dans une société dont le taux de natalité est tellement faible par ailleurs. Mais je ne réponds pas vraiment à ma question. Vous me demandez comment on va en sortir. Je propose des pistes. C'est une thérapie collective dont je pensais que la commission Bouchard-Taylor pourrait donner lieu, mais c'est le contraire. Je pense qu'elle a contribué même à accentuer des clivages qui existaient alors. Si je peux me permettre, le fait est que la société québécoise, dans l'empirie des pratiques de ses acteurs, résout bien des problèmes que n'arrivent pas à résoudre les intellectuels québécois. Problèmes théoriques que n'arrivent pas à résoudre les intellectuels québécois. J'avais une autre personne, s'il vous plaît. J'ai été très contente, j'ai beaucoup apprécié votre attitude critique à l'égard de cette notion qui parfois en effet a des côtés que j'appellerais un peu niaiseux, mais je vais certainement au-delà de votre pensée, et bon, je prends cela à ma charge. Mais je comprends en tout cas qu'il faille critiquer cette notion, et cela a été fait en France. Je pense à quelqu'un comme le philosophe Alain Finkielkraut, qui depuis maintenant au moins 2 ou 3 décennies est ulcéré par le fait qu'on met sur le même plan toute espèce de manifestation qui se auto-proclamait artistique. Et il pense que ça aboutit à des résultats tout à fait absurdes et qu'on ne peut pas éviter ce que vous appelez vous-même une certaine hiérarchie. Alors, je pense vous avoir bien suivi en ayant compris que cette hiérarchie, on ne peut pas la laisser s'opérer par le biais du politique. Parce que là, ce n'est pas culturellement, ce n'est pas acceptable que les cultures choisies, je ne vais pas dire la culture dominante, mais enfin, les cultures qui auront le droit d'émerger, d'être soutenues et d'être considérées comme valables et authentiques, ne peuvent pas être tout simplement les cultures des groupes politiquement dominants. Vous avez bien expliqué cela. Mais cela me paraît renvoyer une autre question qui est pour moi insoluble, alors même que je suis tout à fait d'accord sur une limite à la diversité culturelle, mais alors comment va-t-on, d'un point de vue purement culturel, non pas procéder à cette hiérarchisation, parce que ça ne va pas être une série de décisions et de dictates,
mais la mener à se faire. Bon. Parce que si on dit qu'on va constater qu'il y a des manifestations culturelles beaucoup plus actives que d'autres, etc., bon, ça va reposer la question d'éventuels soutiens politiques et autres. Alors, si on veut vraiment ne pas dire n'importe quoi, c'est-à-dire ne pas dire que n'importe quelle manifestation culturelle vaut n'importe quelle autre, comment va-t-on s'y prendre pour élaborer des critères purement culturels permettant cette hiérarchisation inévitable et souhaitable, si je vous ai bien compris? J'ai envie de vous répondre qu'hélas, il n'y a pas de réponse à votre question satisfaisante. Je crois d'abord qu'il faut, d'abord et avant tout, assumer le caractère indépassablement conflictuel de cette question-là. C'est-à-dire que la recherche de critères, peu importante qu'elle soit, ne peut pas nous conduire à solutionner ce problème-là. Tout est un rapport de force ici. Nos sociétés, vous voyez, ça s'exprime dans des petites choses. Nous avons ici la Société Radio-Canada qui, durant des années, c'est moins vrai maintenant, subventionnait un poste de radio de musique classique, qui était peu fréquenté, évidemment. Et évidemment, la question s'est posée durant des années. Pourquoi on subventionne une radio publique que personne n'écoute? Après tout, c'est l'argent de tout le monde. Et puis, de manière encore plus aiguë, si vous voulez, on a critiqué les politiques des grands musées canadiens qui avaient tendance à acheter des peintures d'avant-garde que personne ne comprenait, n'appréciait et qui coûtaient très cher. C'est pourquoi on fait ça. Bon. D'un autre côté, est-ce que la politique culturelle d'un État peut se limiter à soutenir le festival de la crevette ou de la pêche à la truite, je ne sais pas. Les gens disent, oui, mais la culture, c'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Alors, je pense qu'il faut accepter le fait que quand toute société circule ce genre de débat, et qu'au fond, on ne peut arbitrer qu'à partir d'un certain nombre de critères très, très, très larges. Par exemple, on peut dire qu'en toute société, il est bon qu'il y ait diversité culturelle. Et qu'en conséquence, il faut essayer de préserver l'expression de cette diversité. Et maintenant, en disant cela, on est loin de résoudre le problème, parce que c'est celui que vous posez. Oui, mais alors, quelles sont les limites? Les ressources sont rares. Où les mettons? Et ça, c'est affaire de débat, de conflit en toute société. Et je pense simplement qu'il faut essayer comme sociologue, je me place un petit peu comme spectateur de ce conflit. Je le vois se déployer. Je vois que les arguments invoqués par les uns et les autres sont en général bien fondés et justes. La culture populaire a évidemment le droit de s'exprimer et d'être soutenue par des politiques. Et la culture d'élite aussi, pour d'autres raisons. Mais alors là, il faut tout simplement accepter qu'on n'est pas sorti du bois et puis qu'on va se chicaner encore longtemps et beaucoup sur cette question-là. Deux dernières questions. Gervais Carpin, ensuite Claude Poirier. Oui. J'ai l'impression que on est un petit peu sorti du cadre très général de la francophonie, on est un petit peu sur le Québec, mais j'ai l'impression que toutes les questions de savoir doser, la question d'excès, l'excès en nourriture, l'excès en sentiments, tout est mauvais quand il s'agit des excès, tout devient mauvais. Et ce que je vois, c'est l'ensemble de la population québécoise regarde la télévision. Et la télévision, c'est le grand médium qui est allumé tous les soirs, et puis les gens vivent de ça. La télévision est faite à Montréal. Les émissions que l'on a viennent de Montréal. Et la plupart des émissions, et les romans feuilletons, les séries, etc., font en sorte de prendre en compte toutes les questions politiquement correctes, toutes les questions de diversité. Alors on fait une très grande place, par exemple, aux autres cultures dans les feuilletons. On fait une très grande place aux minorités
homosexuels, et on finit par faire une très grande place à toutes ces minorités que, mises ensemble, tout ce qui ressort de ce qui est donné à la société, c'est une majorité, les minorités prennent une place majoritaire. Et je pense que les 3 millions de personnes qui ne vivent pas à Montréal et les 2 millions de personnes qui vivent dans la circonférence de Montréal et qui ne sont pas sur le plateau ou autre part, ne se reconnaissent pas là-dedans, et je pense qu'un des malaises qui vient, c'est une non-reconnaissance de ce qu'ils sont. Et en même temps, une non-représentation au niveau politique, parce que je pense que même le Parti québécois subit cette nécessité du politically correct, et ils ne se sentent plus représentés en tant que ceux qu'ils sont profondément, n'importe quel voisin que l'on peut avoir, qui font partie de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des gens ordinaires. Je ne peux pas être plus d'accord avec vous que je le suis. Vous avez parfaitement raison, à mon sens. C'est-à-dire que le malaise que Louis Balthazar évoquait, d'une majorité qui ne se sent plus représentée en réalité, est réel. Il l'est de la manière dont vous le dites, parlant de la culture de masse, par exemple, de la télévision en particulier. Encore que on pourrait discuter assez longtemps là-dessus, il y a aussi quand même une représentation des gens ordinaires dans les téléromans aussi. Mais c'est vrai qu'on sent partout et toujours l'effort de mettre de l'avant, de voir s'exprimer des modes de vie, des sous-cultures, des façons d'être qui sont des façons d'être minoritaires. Alors, c'est le signe d'une société ouverte et pluraliste. Alors là, il y a un signe de bonne santé. Et puis en même temps, il y a effectivement un malaise, c'est-à-dire qu'on a l'impression, pour le dire comme ça, que l'expression de la majorité est quelque chose qui est devenu illégitime. Parce que ce serait, à contrario, manifestation de fermeture à l'autre, refus du pluralisme et le reste. On peut se demander, et ça m'apparaît un phénomène social assez nouveau, hein, que les majorités soient maintenant frappées d'illégitimité, en tout cas dans l'expression de leurs préférences, disons-le comme ça. Louis veut ajouter Ben, ça me paraît tout à fait excessif de dire que les majorités sont frappées d'illégitimité. La majorité, par définition, elle est invisible. Elle est difficile à identifier. Mais elle est là partout, dans Radio-Canada. Les francophones de souche nous contrôlons les institutions ici. Et, mon Dieu, regardez, tout le monde en parle. Écoutez le type de langue qui est parlée, d'ailleurs. On parle de plus en plus la langue populaire. La langue a tendance à baisser, celle qu'on emploie autrefois, moi quand j'étais plus jeune, celle qu'on employait dans les médias, c'était une langue qui se voulait châtier, en tout cas sur le modèle international. De plus en plus, à Radio-Canada, on parle la langue qu'on parle dans les rues de Québec et de Trois-Rivières et d'un peu partout. C'est ça, une des vedettes à l'heure actuelle. Nos comiques, vous pensez qu'ils reflètent les minorités? Nos comiques reflètent très bien la majorité canadienne-française. Une des vedettes les plus populaires à l'heure actuelle, il s'appelle Fred Pellerin, puis il nous parle d'un petit village, et il a une popularité énorme. Il fait un spectacle à Montréal, au Monument National, en nous parlant des histoires de son petit village qui s'appelle Saint-Élie de Claxton, en Mauricie. C'est curieux, mais je ne vois pas ça. Et je pense que les majorités ont tendance à s'oublier. Je vois le même phénomène aux États-Unis. Il y a un commentaire. Les Américains s'inquiètent de plus en plus de l'immigration illégale, etc. Il y a un commentateur de CNN, Lou Dobbs, qui fait ses choux gras de ça tous les soirs, qui dit « Où sommes-nous? L'Américain moyen n'existe plus. » Sam Huntington de Harvard a publié un livre là-dessus à cause de l'influence de latino-américaine aux États-Unis. Les anglo-américains blancs protestants n'existent plus. Allons donc. Bon. C'est une question de verre à moitié vide et de verre à moitié plein. Ouais, moi je m'inscris totalement en
faut contre cette idée, parce qu'en fait, elle est un peu réductionniste. Le fait de dire les minorités d'un côté ont beaucoup de place de majorité. Ce qu'on oublie en disant ça, c'est qu'en fait, ces minorités-là, vous ne pouvez pas les réduire à une seule identité qui serait peut-être leur identité ethnique ou leur identité raciale, ou que c'est encore. Je suis bien minoritaire au Québec, mais je partage énormément de choses avec M. Louis Balthazar. Je veux dire, je suis minoritaire, ethnique ou racial, si vous préférez ce terme, mais il y a énormément de choses que je partage avec lui que je ne partagerai pas avec un autre minoritaire racial dans la société québécoise. Lorsqu'il défend, par exemple, vous allez dire, il est jeune et conservateur, c'est peut-être le cas. La qualité de la langue française qu'il parlait peut-être en 1960-1970. Je ne regarde pas la télé québécoise, j'écoute plutôt la radio, mais effectivement, à chaque fois que j'écoute la radio aussi, parfois je sursaute, je me dis que pour moi, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait utiliser les mots, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait parler. Donc, lorsque, par exemple, j'ai Monsieur Balthazar qui parle à la radio en tant que membre de cette majorité ethnique, je me sentirais totalement à l'aise, tandis que si j'entends Monsieur Anthony Cavana, ou je ne sais plus comment il s'appelle, qui est membre de la minorité ethnique et qui parle le français autrement, je ne me sentirais pas représenté par Anthony Cavana. Donc je pense qu'il faut éviter un peu ce réductionnisme qui consisterait à dire minorité, donc on leur donne trop de place, ils sont homosexuels ou ils sont noirs ou ils sont je ne sais pas quoi. Il y a une certaine complexité dans cette minorité-là qu'il faut prendre en considération. Dernière question, Claude. Un micro. Peut-être t'approcher et puis poser la question directement dans le micro pour qu'on puisse l'enregistrer. Moi, je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Balthazar pour la raison suivante, c'est que on se rend peu compte, dans le fond, à quel point les mots sont révélateurs des changements. Et quand on les aperçoit, le changement est fait. Le mot, les expressions, la langue, dans le fond, reflètent avec un certain retard ce qui s'est passé dans la société. Et quand on l'aperçoit, c'est fait, généralement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réversible, mais c'est important de surveiller le vocabulaire. Surveiller, non pas je veux dire le traquer, mais je veux dire l'étudier, le cerner. Et je me rends compte que j'ai fait l'étude d'évolution des appellations des Québécois depuis le régime français. Ce sont des Français, ce sont des Canadiens, ce sont des Canadiens français, ce sont des Canadiens, ce sont ensuite des Québécois. Puis je saute d'autres appellations comme bas canadien qu'on est toujours peut-être un peu moins grand. Mais chaque fois, il s'est produit quelque chose dans la société qui fait qu'il y a eu ce changement. Alors moi, si je reviens un peu sur l'origine peut-être de cette appellation de francophone, j'en parlerai tout à l'heure pour d'autres points de vue. D'un autre point de vue, c'est que francophone pose bien des problèmes dans d'autres contextes aussi. Mais je dirais qu'au départ, mettons-nous avant 1960, il y a une population qui est bafouée, qui s'appelle Canadien français, et qui fait face à une autre population beaucoup moins nombreuse qui s'appelle les Anglais. Donc, à partir du moment où on lève la tête un peu, on se dit, bien, il y a nous, les Canadiens français, on va s'appeler francophones, puis l'autre, les anglophones. Mais avec les anglophones, souvent, ce qu'on appelle aujourd'hui allophones étaient liés aux anglophones. Les Italiens parlent anglais, les Grecs parlent anglais, tout le monde parle anglais. Donc, on se sentait un peu tout seul contre tout le monde. Là, on arrive, on change les choses avec la Révolution tranquille, on devient des francophones, les anglophones, on les reconnaît rapidement, mais les autres qui arrivent, là, on commence à les distinguer. C'est peut-être pas si négatif que ça, dans le fond, qu'on les distingue des anglophones. Parce qu'avant, on les voyait pas. On les confondait avec les anglophones. Maintenant, on les distingue. Alors maintenant, il reste à voir quelle est la valeur qu'on donne à l'anglophone. Moi, je l'ai toujours senti comme une valeur, je ne l'ai pas tellement senti comme négatif, comme une valeur descriptive. On met là un groupe qu'on ne sait pas trop où placer dans notre société pour l'instant. Et le fait qu'on le mette à part prouve qu'il faut lui accorder un intérêt. Il y a une solution quelque part qu'il faut trouver à leur présence, si on peut dire. Jean, peux-tu revenir sur... En deux mots seulement pour dire que moi je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire, vous savez, ça me permet aussi de revenir sur ce qu'on vient tout juste d'évoquer. C'est-à-dire que parler des minorités de la majorité, si on dit que c'est réducteur, je vous dis que évidemment ça l'est. Évidemment. On en discute ici en 10 minutes. Si vous me dites qu'il y a des membres de la majorité qui, en réalité, sont à mes égards, vivent une expérience de minoritaire, parce qu'ils sont, je ne sais pas moi, excentrés, qui vivent dans des régions éloignées, qui sont homosexuels, là, il ne faudrait pas l'être, je ne sais pas, bien sûr. Et s'il y a des minoritaires qui se sentent faire partie de la majorité, parce que précisément ils parlent la même langue, je ne sais pas, c'est évidemment, moi je dis souvent à la blague que je me sens plus près d'un prof d'université de New York que de mon arrière-grand-père.
qui j'ai sans doute plus rien en commun, lui qui était cultivateur ou je ne sais pas quoi, dans un Québec, évidemment, mais ça ne fait pas en sorte que je ne suis plus québécois, franco-québécois pour autant, même si j'ai des affinités avec des gens qui appartiennent à des groupes qui sont très très différents du mien. Alors, les allophones, c'est la même chose. Moi, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de raison de penser, en tout cas, il ne faut pas le dire comme ça. Le terme allophone peut être connoté péjorativement. Ça peut avoir pour effet de confiner à l'exception, et puis évidemment de faire de ces gens l'objet de discrimination. Mais ça peut aussi, comme vous le dites très bien, avoir valeur descriptive. C'est-à-dire ça permet de voir que dans notre société, sont présents des gens qui ne sont pas des Canadiens français de souche, par exemple, ou des anglophones de souche. Eh bien, c'est des gens donc qui vont revendiquer légitimement un certain nombre de choses. Mettons-nous à leur écoute, mais commençons par les reconnaître. Voici des Québécois qui sont d'un autre type que des Québécois de la majorité, ou plutôt d'une autre souche, justement. Alors là, commençons par reconnaître cela, et puis on pourra ensuite se mettre à leur écoute et voir ce qu'on peut faire pour eux. Je me pose une toute petite question que j'ai posée dans mon exposé. Pourquoi sommes-nous les seuls à employer cette expression-là? Tout tient au fait qu'il y a des concepts, des notions qui ne peuvent pas être utilisées dans l'arène politique, mais qui gardent toute leur pertinence du point de vue de l'analyse sociologique. C'est la tension inéluctable, incontournable entre le scientifique et le politique. Sur ce, on m'indique qu'on devra malheureusement mettre fin à la séance. Je remercie en votre nom, en mon nom aussi, les trois conférenciers.